Bonjour à tous les amis, alors en rade, 3e épisode. Aujourd'hui je vais vous parler de Joris Karl Huysmans, on va rester au 19e siècle, et je vais vous lire une nouvelle, parce qu'on va pas prendre Joris Karl Huysmans par le gros bout d'un gros livre comme À rebours, que je vous recommande, mais par une petite nouvelle, qui s'intitule donc La retraite de Monsieur Bougrand. Et la retraite de Monsieur Bougrand, ça commence avec cette phrase. Monsieur Bougrand regardait accablé les fleurs inexactes du tapis. Et je peux même vous la faire avec les liaisons. Monsieur Bougrand regardait accablé les fleurs inexactes du tapis. Alors, pourquoi Monsieur Bougrand regarde ce tapis de manière accablée ? Eh ben, en fait, la retraite de Monsieur Bougrand, ça parle d'un employé de bureau dans un austère ministère qui, en fait, est mis à la retraite prématurément. Et c'est une catastrophe et une révélation pour lui parce qu'il se rend compte que toute sa vie, c'est son travail et que s'il a plus de travail, il a plus de vie. Alors, voilà, la nouvelle commence, Monsieur Bougrand regarde accablé les fleurs inexactes du tapis. Son chef de bureau, Monsieur Devin, vient le voir, lui dit, voilà, écoutez, vous serez mis à la retraite pour infirmité résultant de l'exercice de vos fonctions. Mais je n'ai pas d'infirmité, je suis valide. Sans doute, mais je n'apprendrai rien à un homme qui possède aussi bien que vous la législation sur cette matière. Patali patalaire. Monsieur Devin décline plein d'articles de loi super compliqués, il l'embrouille, c'est fini, il est licencié. La nouvelle est en 4 chapitres, donc dans le premier chapitre, il revient à son bureau, là tous ses collègues viennent lui dire au revoir, de manière un peu forcée et un peu gênante. Il part, et il sait pas ce qu'il va pouvoir faire de sa vie. Ce qui est drôle, c'est que dans cette première partie, il y aura donc de longs passages où Monsieur Bougrand va se lamenter, et ces passages au discours direct sont à la fois ridicules, et en même temps, je pense que Joris Karl Huysmans a beaucoup de tendresse pour son personnage, voire, vu que c'est quelqu'un quand même, un auteur un peu réactionnaire, qui en tout cas vomissait vraiment la société dans laquelle il vivait, et va jusqu'à écrire En route, qui est vraiment un livre où son personnage de Durtal, qui était son double, va vivre dans une trappe, c'est-à-dire dans un cloître avec des moines, parce que vraiment il peut plus vivre en société. Donc il y a ce mélange un peu de sincérité et de ridicule. Par exemple, là c'est Monsieur Bougrand qui râle. « De mon temps, nous étions consciencieux et remplis de zèle. Maintenant, tous ces petits jeunes gens recrutés on ne sait où n'ont plus la foi. Ils ne creusent aucune affaire, n'étudient à fond aucun texte, ils ne songent qu'à s'échapper du bureau, bâclent leur travail, n'ont aucun souci de cette langue administrative que les anciens maniaient avec tant d'aisance. » Et plus tard, ce discours continue, mais cette fois-ci, plus de guillemets. Donc, je veux pas faire le prof de français, mais j'imagine que c'est du discours indirect libre, ce qui fait que le propos du narrateur et du personnage principal se mélangent. Et donc il dit « Dans ce temps-là, tout était à l'avenant. Les nuances, maintenant disparues, existaient. » Et plus tard, il en fait des caisses après sur le vocabulaire qu'il utilisait. Quelle ingéniosité pour varier le vocabulaire, pour ne pas répéter les mêmes mots. On désignait tour à tour le pétitionnaire, le postulant, le suppliant, l'impétrant, le requérant. Les salutations de fin de lettres variaient à l'infini, se dosaient à de justes poids, parcouraient une gamme qui exigeait des pianistes de bureau un doigté rare. Ah! Alors c'est plus compliqué qu'il n'y paraît cette histoire, parce que Bougrand semble être un vieux réactionnaire, mais il regrette un passé où on pouvait voir l'homme poindre derrière sa tâche, où l'administration, comme il le dit en parlant des pianistes, requérait une sorte d'art assez singulier. Donc c'est une nouvelle de 1888, et on voit que le travail est en train de devenir machinique, impersonnel. Donc ce Bougrand, il annonce le XXe siècle, il annonce le taylorisme, il annonce l'automatisation, même on peut dire les bullshit jobs de David Graeber, mais son boulot, peut-être lui-même, a toujours été un boulot à la con, seulement il a appris, Bougrand, à le valoriser. C'est un personnage qui est dans le regret d'une période où le travail était investi et humain, mais il a lui-même perdu une grande part de son humanité puisqu'il ne sait plus jouir de l'existence et que tout dans le texte nous le présente comme un grand malade. C'est d'ailleurs une constante chez Huysmans. Ces personnages ont toujours la santé fragile. Ils ont leur écharde dans la chair, leur petit tracas, on va dire. Et là, je vais directement au 2e chapitre qui m'intéresse beaucoup parce qu'il y a un passage que j'adore où Monsieur Bougrand, qui est complètement désœuvré, va se désennuyer en allant au jardin du Luxembourg. Et là, quand même, on verra Huysmans pointer du doigt
l'étroitesse des désirs de Bougrand, qui est si amoureux de son petit boulot. Alors ça commence comme ça, le deuxième chapitre. Les premiers jours furent lamentables. Après de mûres délibérations, il se décidait à aller se promener, à errer dans le jardin du Luxembourg. Mais ces pelouses soigneusement peignées, sans tache de terre ni d'eau, comme repeintes et vernies chaque matin dès l'aube, ces fleurs remontées comme à neuf sur les fils de fer de leurs tiges, ces arbres gros comme des cannes, toute cette fausse campagne plantée de statues imbéciles ne l'égayait guère. Il allait se réfugier au fond du jardin. La verdure n'y était ni moins apprêtée, ni moins éthique. Les gazons y étalaient leurs cheveux coupés ras et verts. Les petits arbres y balançaient les plumeaux ennuyés de leurs têtes. Mais la torture infligée dans certaines plates-bandes aux arbres fruitiers l'arrêtait. Ces arbres n'avaient plus forme d'arbres. On les écartelait le long de tringles, on les faisait ramper le long de fils de fer sur le sol, on leur déviait les membres dès leur naissance, et l'on obtenait ainsi des végétations acrobates et des troncs désarticulés, comme en caoutchouc. Mais quand il avait bien admiré cette façon d'assassiner les arbres sous le prétexte de leur extirper de meilleurs fruits, il traînait, désœuvré, sans même s'être aperçu que cette chirurgie potagère présentait le plus parfait symbole avec l'administration telle qu'il l'avait pratiquée pendant des ans. Ah, alors voilà, c'est une nouvelle assez piquante. J'avais commencé en disant que Huysmans était réactionnaire, mais quand même, si on pense aujourd'hui à l'idéologie de la valeur travail, qui voudrait que l'homme s'épanouisse et donne pleinement un sens à son existence grâce à son emploi, la nouvelle de Huysmans a une charge politique que je trouve assez subversive. Elle montre un homme qui est broyé par la société, qui n'est pas incapable d'amour ni de sentiments, mais qui vraiment a été étouffé, qui n'arrive plus à être à la hauteur de la promesse du vivant. Comme un lion qui préfère vivre dans sa cage, même si on lui ouvre la porte, finalement il se sentira plus complet et plus heureux dans sa cage. Alors après, attention, je vais déprimer personne, cette nouvelle je l'ai choisie parce que, aussi évidemment, j'espère que vous le sentez, elle a une sorte de grotesque triste que je trouve très touchant. Alors bon, et les nuits, ça devient compliqué pour Monsieur Bougrand, c'est de plus en plus compliqué. Je suis obligé de lire le passage là qui est magnifique. Bientôt, l'insomnie s'en mêla. Arraché à ses habitudes, transporté dans une atmosphère d'oisiveté lourde, le corps fonctionnait mal. L'appétit était perdu. Les nuits, jadis si bonnes sous les couvertures, s'agitèrent et s'assombrirent, alors que, dans le silence noir, tombaient, au loin, les heures. Alors M. Bougrand cherche des divertissements, il s'avisa de lire dans la journée quand il plut, et alors, fatigué de ses insomnies, il s'endormit. Et la nuit qui suivait ses somnolences devenait plus longue, plus éveillée encore. Il dut, quand le temps se gâta, se promener quand même, pour se lasser les membres, et il échoua dans les musées. Mais aucun tableau ne l'intéressait. Il ne connaissait aucune toile, aucun maître, ambulait lentement, les mains derrière le dos, devant les cadres, s'occupant des gardiens, assoupis sur les banquettes, supputant la retraite qu'eux aussi, en leur qualité d'employés de l'État, ils auraient un jour. Il se promena, las de couleurs et de statues blanches, dans les passages de Paris, mais il en fut rapidement chassé. On l'observait, les mots de Mouchard, de Roussin, de Vieux Poireau s'entendirent. Honteux, il fuyait sous l'averse et retournait se cantonner dans son chez-lui. Et, plus poignant que jamais, le souvenir de son bureau l'obséda. Vu de loin, le ministère lui apparaissait tel qu'un lieu de délices. Il ne se rappelait plus les iniquités subies, l'ennui d'un travail mécanique, forcé. Tout l'envers de cette existence de cul-de-jatte s'était évanoui. La vision demeurait seule d'une vie bien assise, douillette, tiède, égayée par des propos de collègues, par de pauvres plaisanteries, par de minables farces. Alors évidemment, on aura repéré quand même la prose de Huysmans qui le caractérise tout de suite. Huysmans, c'est un grand style, il y va, il a aucun complexe vis-à-vis de ça. Donc ça crée quelque chose d'ambivalent, c'est-à-dire que j'ai adoré le lire quand j'ai découvert Huysmans. J'entends beaucoup dire autour de moi « Oh là là, Huysmans, mais quelle purge !» Je trouve ça absolument impossible à lire. Et faut dire que quand même, là c'est pour ça que je veux lire cette nouvelle, parce qu'elle est très resserrée, et qu'il y a quand même des moments qui sont extraordinaires, et qui parlent vraiment de choses qu'on va retrouver plus tard, bon, chez Houellebecq, ou chez plein d'autres
écrivains d'aujourd'hui, ça peut être Abel Quentin ou qui vous voudrez, mais ce truc... donc on dit que c'est un écrivain décadent, Huysmans, mais ce truc de mal vivre sa modernité, son monde, de plus le comprendre, d'être déprimé, d'avoir plus rien pour se tirer vers le haut, il en fait justement des passages de littérature qui sont tellement copieux, tellement saillants, qui sont vraiment touffus, qui sont... Ce style, je trouve, est un parfait contrepoint à cette médiocrité qui met tout le temps en scène, et qui met bien en scène là dans un personnage qui est vieux, qui est dépassé, qui ne paraît pas avoir eu de grands désirs dans sa vie, de grandes aventures. C'est une toute petite histoire, c'est une nouvelle réaliste, c'est basé sur des choses très concrètes. Je trouve que ça a beaucoup de charme que dans ce petit écrin réaliste, il donne libre cours à son style, qui finalement a toujours été le même. Enfin, je sais pas, il est un peu comme Thelonious Monk, il a toujours eu ce même style, il n'a pas eu de désir de changer. Même si son univers va beaucoup changer, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui démarre par le naturalisme et qui bascule vers autre chose avec À rebours, qui est un livre de toute façon assez indescriptible. C'est un livre qui est un grand pied de nez d'un coup au naturalisme, où juste un type d'une noblesse déchue, sybarite, s'enferme dans une grande maison pour décorer son chez-lui et s'ennuyer et faire plein de choses stupides ou intelligentes. Et puis après, le dernier grand tournant de sa vie, c'est le tournant mystique, parce qu'il va devenir chrétien, et ça va donner encore une fois de grands livres, dont En route, Là-bas. Alors on avance dans la nouvelle, et ce qui va se passer, c'est là on est au tournant de la nouvelle, attention. C'est une petite nouvelle naturaliste du 19e, mais il va quand même y avoir un coup de théâtre là-dedans, attention. Là, je vous ai vendu ça comme une série Netflix. Je reprends une question que se pose M. Bougrand. Alors, que devenir, que faire ? Et cette éternelle interrogation restait sans réponse. De guerre lasse, il retourna à son bureau, sous le prétexte de revoir ses collègues. Mais il fut reçu par eux comme sont reçus les gens qui ne font plus partie d'un groupe, froidement. L'on s'inquiéta d'une façon indifférente de sa santé. D'aucuns feignirent de l'envier, vantèrent la liberté dont il jouissait, les promenades qu'il devait aimer à faire. M. Bougrand souriait, le cœur gros. Un dernier coup lui fut inconsciemment porté. Il eut la faiblesse de se laisser entraîner dans son ancienne pièce. Il vit l'employé qui le remplaçait, un tout jeune homme. Une colère le prit contre ce successeur, parce qu'il avait changé l'aspect de cette pièce qu'il aimait, déplacé le bureau, poussé les chaises dans un autre coin, mis les cartons dans d'autres cases. L'encrier était à gauche maintenant, et le plumier à droite. Il s'en fut navré. En route, soudain, là c'est le coup de théâtre, en route, soudain, une idée germa qui grandit en lui. « Ah !» fit-il, « je suis sauvé peut-être !» Et sa joie fut telle qu'il mangea en rentrant de bon appétit, ce soir-là, dormit comme une taupe, se réveilla Guilleret dès l'aube. Ah là, j'ai fait un magnifique cliffhanger. Qu'est-ce qui va se passer au chapitre 3 ? Qu'est-ce qui met M. Bougrand en joie ? Ce qu'il va faire, M. Bougrand, c'est qu'il va se mettre à reproduire exactement son bureau dans lequel il a passé toute sa vie, mais chez lui. Il va mettre les mêmes tapisseries, le même agencement des meubles, et il va tout faire comme dans son bureau, et il va s'envoyer à lui-même des lettres avec des situations administratives fictives pour bosser tout seul chez lui. Donc c'est l'histoire en fait d'un mec qui bascule un peu dans la folie, quoi. Alors quel passage je peux lire dans tout ça, du chapitre 3 ? Voilà, donc là il a arrangé sa petite pièce chez lui. Il s'assit radieux, et dès lors revécut les jours d'antan. Il sortait le matin comme jadis, et d'un pas actif, ainsi qu'un homme qui veut arriver à l'heure, il filait le long du boulevard Saint-Germain, s'arrêtait à moitié chemin de son ancien bureau, revenait sur ses pas, rentrait chez lui, tirant dans l'escalier sa montre pour vérifier l'heure. C'est très drôle, ça. Donc là, il est enfermé chez lui, et il bosse. Il s'inventait des questions à traiter, s'adressait des pétitions, répondait, faisait ce qu'on appelle l'enregistrement, en écrivant sur un gros livre la date des arrivées et des départs. Et, la séance de bureau close, il flânait comme autrefois 1 heure dans les rues,
avant que de rentrer pour dîner. Il eut la chance, les premiers temps, de s'inventer une question analogue à celle qu'il aimait à traiter jadis, mais plus embrouillée, plus chimérique, plus follement niaise. Il peina durement, chercha dans les arrêts du Conseil d'État et de la Cour de cassation, ces arrêts qu'on y trouve, au choix, pour défendre ou soutenir telle ou telle cause. Heureux de patauger dans les chinoiseries juridiques, de tenter d'assortir à sa thèse les ridicules jurisprudences qu'on manie dans tous les sens. Il suait sur son papier, recommençant plusieurs fois ses minutes ou ses brouillons, les corrigeant dans la marge laissée blanche sur le papier, comme le faisait son chef, jadis, n'arrivant pas, malgré tout, à se satisfaire, mâchant son porte-plume, se tapant sur le front, étouffant, ouvrant la croisée pour humer de l'air. Il vécut pendant 1 mois de la sorte, puis un malaise d'âme le prit. Au fond, il sentait maintenant la comédie qu'il se jouait. Il avait bien restitué le milieu de l'ancien bureau, la pièce même. Il la laissait au besoin fermée pour qu'elle exhalât cette odeur de poussière et d'encre sèche qui émane des chambres des ministères. Mais le bruit, la conversation, les allées et venues de ses collègues manquaient. Pas une âme à qui parler. Ce bureau solitaire n'était pas, en somme, un vrai bureau. Il avait beau avoir repris toutes ses habitudes, ce n'était plus cela. Ah! Il aurait donné beaucoup pour pouvoir sonner et voir le garçon de bureau entrer et faire, pendant quelques minutes, la causette. Et puis d'autres trous se creusaient dans le sol factice de cette vie molle. Le matin, alors qu'il dépouillait le courrier qu'il s'envoyait la veille, il savait ce que contenaient les enveloppes. Il reconnaissait son écriture, le format de l'enveloppe dans lequel il avait enfermé telle ou telle affaire. Et cela lui enlevait toute illusion. Il eût au moins fallu qu'une autre personne fît les souscriptions et usât d'enveloppes qu'il ne connaîtrait point. Le découragement le prit. Il s'ennuya tellement qu'il se donna un congé de quelques jours et erra par les rues. Il soupirait et se contemplait dans la glace. C'était pourtant vrai qu'il avait mauvaise mine, et comme il était vieilli. Ses yeux d'un bleu étonné, dolent, ses yeux toujours écarquillés, se ridaient, et les pinceaux de ses sourcils devenaient blancs. Son crâne se dénudait, ses favoris étaient tout gris, sa bouche, même soigneusement rasée, rentrait sous le menton en vedette. Enfin, son petit corps bouleau se dégonflait, les épaules arquaient, ses vêtements semblaient élargis et pluvieux. Il se voyait ruiné, caduc, écrasé par cet âge de 50 ans qu'il supportait si allègrement tant qu'il travaillait dans un vrai bureau. Et ce qui va se passer par la suite, c'est qu'en fait, il va rencontrer un ancien collègue qui est lui aussi retraité, et il va le payer pour qu'il vienne lui faire la causette dans son bureau, parce qu'il s'ennuie trop. Et je vais vous lire la fin, on arrive à la fin, c'est une nouvelle, c'est très rapide, donc il va vraiment au bout de son délire, il continue à écrire des lettres tout seul, il s'enferme chez lui, et sa bonne commence à le juger parce qu'elle le trouve complètement fou. Donc à la fin, il y a sa bonne, Eulalie, et Uriot, c'est le mec qui l'a payé pour venir lui faire la discussion, et animer un peu sa fiction qui s'est créée. « Voici encore du courrier qui arrive, dit Uriot, en apportant 2 lettres. « Encore ? Ah, la journée est dure, comment, il est déjà 4 heures ? C'est étonnant tout de même, se dit-il, en humant une prise d'air quand le garçon fut sorti. Comme ce Uriot pue, et l'ail et le vin. Tout comme au bureau, ajouta-t-il satisfait. Et de la poussière partout. Jamais il ne balaye. Toujours comme au bureau. Est-ce assez nature ? Voilà, il devient fou. Et donc là, c'est la fin de la nouvelle. Ce qui était bien nature aussi, mais dont il ne s'apercevait guère, c'était l'antagonisme croissant d'Eulalie et d'Uriot. Encore qu'elle eût obtenu ses 50 francs par mois, la bonne ne pouvait s'habituer à ce pochard, qui était cependant serviable et doux et dormait dans l'antichambre sur une chaise, en attendant que l'employé le sonnât. « Feignant, disait-elle en remuant ses casseroles et ses cuivres, quand on pense que ce vieux bureau ronfle toute la journée sans rien faire. » Et pour témoigner son mécontentement à son maître, elle râta volontairement des sauces, n'ouvrit plus la bouche, ferma violemment les portes. Timide, M. Bougrand baissait le nez, se fermait les oreilles pour ne pas entendre les abominables engueulades qui s'échangeaient entre ces 2 domestiques sur le seuil de la cuisine.
Des bribes lui parvenaient cependant où, unis dans une opinion commune, Eulalie et Uriot le traitaient ensemble de fou, de braque, de vieille bête. Il en conçut une tristesse qui influa sur son travail. Il ne pouvait plus maintenant s'asseoir en lui-même. Alors qu'il lui eût fallu, pour rédiger ce pourvoi, réunir toute l'attention dont il était capable, il éprouvait une évagation d'esprit absolue. Ses pensées se reportaient à ces scènes de ménage à l'humeur massacrante d'Eulalie, et comme il tentait de la désarmer par l'implorante douceur de son regard moutonnier, elle se rebiffait davantage, sûre de le vaincre en frappant fort, et lui, désespéré, restait seul chez lui le soir, mâchant un exécrable dîner, n'osant se plaindre. Ces tracas accélérèrent les infirmités de la vieillesse qui pesaient maintenant sur lui. Il avait le sang à la tête, étouffait après ses repas, dormait avec des sursauts atroces. Il eut bientôt du mal à descendre les escaliers et à sortir pour aller à son bureau, mais il se roidissait, partait quand même le matin, marchait une demi-heure avant que de rentrer chez lui. Sa pauvre tête vacillait, quand même il s'usait sur ce pourvoi commencé et dont il ne parvenait plus à se dépêtrer. Tenacement, alors qu'il se sentait l'esprit plus libre, il piochait encore cette question fictive qu'il s'était posée. Il la résolut enfin, mais il eut une contention de cerveau telle que son crâne chavira dans une secousse. Il poussa un cri. Ni Uriot, ni la bonne ne se dérangèrent. Vers le soir, ils le trouvèrent tombé sur la table, la bouche bredouillante, les yeux vides. Ils amenèrent un médecin qui constata l'apoplexie et déclara que le malade était perdu. Monsieur Bougrand mourut dans la nuit, pendant que le garçon et que la bonne s'insultaient et cherchaient réciproquement à s'éloigner pour fouiller les meubles. Sur le bureau, dans la pièce maintenant déserte, s'étalait la feuille de papier sur laquelle monsieur Bougrand avait, en hâte, se sentant mourir, griffonné les dernières lignes de son pourvoi. Pour ces motifs, je ne puis, monsieur le président, qu'émettre un avis défavorable sur la suite à donner au recours formé par monsieur Untel. Et voilà, c'est ça la fin de la nouvelle. C'est hyper cruel. Oui, ben moi, cette nouvelle n'a pas été sans m'évoquer une version sombre de Vivre de Akira Kurosawa. Dans Vivre de Kurosawa, il y a un employé de bureau qui est complètement absorbé par sa tâche, comme Monsieur Bougrand en fait, et qui en fait apprend qu'il a un cancer et qu'il va mourir, et apprenant qu'il va mourir, c'est quelqu'un qui d'un coup va tout foutre en l'air et va essayer de reprendre goût à la vie. En vivant plein d'aventures, de petites aventures. Il fait pas des choses extraordinaires, mais je crois que le truc, il construit un parc à jeux pour les enfants, je crois que c'est un truc comme ça. Enfin, c'est un film magnifique, mais ça a toujours été des grands films humanistes, les films de Kurosawa. Donc raconté comme ça peut avoir l'air un peu cucu. Mais du coup, on va finir sur, dans le film de Kurosawa, cet employé de bureau apprend qu'il va mourir, il sort dans la nuit, il fait une grande fête, il croise un ivrogne, ils vont dans des bars de striptease, dans plein de trucs, et il se retrouve dans un bar la nuit, et il y a un pianiste qui lance une chanson, et lui, l'employé de bureau, il connaît cette chanson par cœur, et il se met à la fredonner comme ça, pour lui-même, et tout le monde s'arrête, tout le monde l'écoute, et là, il y a cette chanson qui résonne, et cet homme, face à la mort, qui chante cette chanson pour lui-même. C'est une séquence magnifique, une des grandes séquences du cinéma de Kurosawa, et qui rappelle un peu la détresse de Monsieur Bougrand face à son existence. Donc je vais finir avec cette musique, que peut-être vous entendez déjà, parce que voilà, pour le montage c'est toujours plus pratique de mettre la musique un peu avant, quoi. Merci de m'avoir écouté, et j'espère que vous ne regarderez pas trop accablé les fleurs inexactes du tapis, mais que vous allez lever les yeux, regarder le ciel, les nuages, avec un peu d'espoir et de lumière. Mais j'avais quand même envie de vous partager cette nouvelle un peu piquante, que je trouve tout à fait amusante, et je pense qu'il y a de quoi continuer encore à lire des passages de Huysmans, c'est très beau. Voilà, merci beaucoup, bonne journée.